j'ai pas fait de date au Japon. Non. Et du coup, je me suis retrouvée à poil autour de tout. Dans le fond, tu sais que ça peut le mettre mal à l'aise. Lui, il va pas forcément te le dire, que ça aurait été différent. Et bien sûr, la différence, c'est toujours tendance à t'attirer. En ayant grandi avec ma famille en France, j'étais française. Tu sais, tu n'es pas tout le temps dans un miroir. Donc, il y a des fois où ça me touchait parce que j'étais genre, il touche à ma culture. C'est comme tout, quand tu vas rentrer dans le métro à Tokyo, tu sens que c'est calme par rapport à la France. Donc, tu vas pas parler super fort. Et quand tu arrives à Tokyo, tu entends des gens qui parlent super fort. Et t'es là, mais en fait, c'est pas la vibe du lieu. Ohio! Bonjour à tous et bienvenue dans Tokyo Talk, l'émission qui te permet de te faire ta propre opinion sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, de l'amitié, du sexe avec des Japonais et Japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Comment tu vas? Ça va, merci. Pas trop stressée? Un petit peu, il y a beaucoup de caméras, je m'attendais pas à ça. Mais On a 3 caméras. Pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, je précise également que l'épisode sera disponible sur Spotify et Apple Music. Vous pouvez vraiment regarder l'émission dans votre lit ou dans votre voiture pour aller au travail, pour aller à l'école. Mais les personnes qui nous écoutent ne pourront pas voir la top modèle que tu es, Camille. T'es franco-japonaise. C'est ça. C'est ton papa ou ta maman qui est japonais? C'est mon père qui est japonais, ma mère qui est française. Et on le dit souvent, mais c'est quand même un mix assez rare. C'est vrai, c'est un mix assez rare. Quand même, au Japon, il y a une petite communauté de hafeux franco-japonais. Mais ouais, vraiment. Mais plus qu'en France, quand même. Hein. En France, moi, par exemple, il y a une personne que je connais qui était franco-japonaise. Mais sinon, Ah oui, tu veux dire plus qu'en France? Plus qu'en France. Oui, bien sûr. C'est... En fait, je sais pas, Après, on fréquente aussi beaucoup les mêmes endroits, j'ai l'impression. Et on se reconnaît vite. Ouais, donc, c'est vrai. Ce qui fait que, on a très vite l'impression qu'on croise toujours les mêmes personnes. Et au final, vu qu'on a quand même des affinités du fait de cette double culture, c'est vrai. On s'entend par rapport à l'éducation. Bien, Ouais, c'est vrai. Même la double culture, parce qu'au final, on est français, on reste... Toi, t'as grandi en France ou au Japon? J'ai grandi en France. Ok. Et, mais oui, effectivement, moi, par exemple, je bossais dans un bar et il y avait un gars, je le regarde, je me dis... J'ai l'impression qu'il est franco-japonais, je vais aller lui demander. Et effectivement, en fait, tu les remarques, tu te sais en fait un petit peu avec les gens. C'est clair, en plus, on peut vite briser la glace parce que justement, on a cette première question qui arrive. C'est clair. How desu ka? Et après, il fait genre, oui, bien sûr. En français, je parle français, oui. Camille, quand j'ai bossé sur l'émission, j'ai remarqué que je voulais faire je voulais t'introduire justement. Dans le podcast. J'ai vu que tu avais 36 casquettes différentes. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es DJ à tes heures perdues. Tu bosses également à Tokyo. Ouais. Je pense que le plus simple pour les personnes qui nous écoutent, et même pour moi, finalement, ce serait que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu fais dans la vie. Alors... C'est pas une question piège. Hein. Donc moi, ça fait, on va dire vraiment 1 an que je suis établie à Tokyo. Donc je compte à partir du moment où vraiment j'ai eu mon appart à Tokyo. Okay. Mais ça fait seulement 1 an? Ouais, 1 an où je suis presque full, où je reviens juste en France pour les vacances. Ok. Mais sinon, pendant 2 ans avant ça, dès 2021-22, je faisais beaucoup d'allers-retours entre le Japon et la France. Donc je faisais à peu près 3 mois entre les 2 pays. J'avais la chance d'avoir à l'époque ma meilleure amie donc, qui pouvait m'héberger, donc il y avait une chambre pour moi, donc ce qui me permettait aussi de pouvoir pas payer un loyer plein à Tokyo. Et les loyers quand même à Tokyo, c'est quelque chose. C'est pour ça on en parle souvent dans les émissions. Moi, je regarde beaucoup la télé japonaise. Et ils parlent beaucoup du fait que, justement, il y a des couples qui se mettent pas... En fait, il y a aussi ce phénomène-là, en vrai, à Paris et dans les grandes villes. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble, qui continuent d'habiter ensemble, même après la rupture, parce que, justement, il y a ce loyer à payer. C'est clair. Et
Et que si on paye pas que la moitié, ça devient très très vite compliqué. C'est clair. Et finalement, c'est plus bénéf pour les gens de se dire bon allez, on est en couple, de toute façon, on passe 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre, autant habiter ensemble parce que les loyers ils sont assez élevés. Après, tu me diras quand même avec on le voit partout sur les réseaux sociaux, il y a des TikTok de partout, mais quand même le yen aujourd'hui par rapport à l'euro, on est quand même assez gagnant. Mais voilà, ça reste quand même une capitale, ça sera toujours plus cher que dans les autres villes, etc. Il faut partir du principe aussi qu'à partir du moment où tu vas à Tokyo, tu es payé en yens. Donc tu peux pas privilégier de ce taux de change. Ah oui. Ah, toi, t'es payé en yens ? Moi, je suis payée en yens. Ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je sais, mais pour les personnes qui nous écoutent. Dans la vie, on va dire qu'on va plutôt parler d'industrie, du coup. Donc, je suis plus dans l'industrie d'industrie, mais on va dire plutôt dans un profil de métier. Donc, je suis plus dans le marketing et la communication dans les relations publiques. Donc, ce qui me permet, en fait, de travailler pour plusieurs marques. Okay. Et donc, c'est pour des écoles de mode, etc. Voilà, aussi, exactement. Et c'est des clients, c'est des clients. Voilà, c'est des clients. Donc, ça me permet d'avoir plusieurs clients et d'offrir à chaque fois toutes ces multi-casquettes, en fait. Okay. Et aussi, comme tu as dit, je mixe. En boîte, donc ça me permet aussi c'est trop cool. Je faisais déjà ça en France quand j'étais étudiante parce qu'il fallait choisir un job étudiant et c'était et t'as choisi je me suis dit vas-y, j'apprends à mixer et tous les week-ends je les passe à mixer, comme ça je me fais mon argent de poche sur le côté. Et du coup tu t'es acheté alors excusez-moi pour les pros, mais je sais, une platine de voilà, exactement, j'avais mes platines, mon mixeur, c'était en fait j'aurais pu ne pas investir autant, mais je sais pas, je voulais faire les choses bien, donc j'ai vraiment mis t'as commencé avec quelle platine du coup? Moi j'avais des CDJ 2000. Ok, je dis ça comme si je connaissais les... Et pas du tout. En table de mix, j'avais une DGM U100. Ok. Donc, non, c'était bien pour commencer. Et les gammes de prix, c'était quoi, du coup? Moi, je l'avais racheté à quelqu'un. Ok. Donc, à l'époque, peut-être ça m'avait coûté... je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 2000 €. Ah ouais, quand même. Ouais. T'as investi. J'avais investi, parce que je me suis dit que ça allait me rapporter plus. Voilà. Tout simplement. Et c'est un objet aussi, c'est un bel objet. Ouais, c'est clair. Qui peut te servir après quand tu fais des soirées chez toi ou chez les gens, même si c'est super lourd, tu les ramènes et ça fait toujours plaisir d'avoir du matos comme ça à disposition. Mais je pense que toutes les personnes de ce monde ont un jour rêvé d'être DJ ou DJette. Tu penses? Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai rêvé d'être DJ et DJette. Je n'ai jamais passé le cap. Mais je trouve que c'est un métier aussi qui fait fort fantasmer, tu vois. C'est trop stylé. Ouais. C'est méga stylé. C'est sûr que c'est un métier où il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aussi, où tu privilégies un peu, t'as un peu de lumière pendant le temps de ton set. Et aussi, si t'es passionné de musique, c'est un métier dans lequel tu dois constamment diguer, donc aller chercher des sons. Sur pas Spotify parce que c'est mais sur SoundCloud, sur des forums, sur Mixcloud même pour les plus aguerris. Et ouais, c'est un métier passion. Et à partir du moment où tu te donnes un peu les moyens... Mais ça se voit quand on en parle. Du coup, quand tu te donnes un peu les moyens, tu peux aussi gagner un peu de sous avec. Donc, Et tu arrives du coup à te faire un peu d'argent avec du coup, les soirées à Tokyo parce que... je ne mixe pas tant que ça à Tokyo. Ok. Donc, de temps en temps? De temps en temps, de temps en temps, je suis à peu près à une fois par mois. Ok. Et par contre, quand j'étais en France, à partir du moment où tu acceptes toutes les dates, même celles où tu es payé moyennement bien, oui, tu peux, tout mis à bout, tu peux te faire un peu d'argent. Ok. Mais ici, non, là, en tout cas, à Tokyo, j'en vis pas. Ok, mais à Tokyo, tu t'étais bien payé. Si tu compares, par exemple, le salaire, entre guillemets, en France et ce que tu touches, du coup, à Tokyo, t'étais mieux payé dans quel pays ? En France, je pense. Quand même. Ah, en France ? Ouais, en France, ouais. En France. Mais après, je sais que les orgas de soirée ici, même en France, ici, tu fais beaucoup plus d'argent quand c'est ta soirée, parce que après tu payes les DJ un peu au lance-pierre. T'es là, lui, on va lui donner 10 000 yens, lui 10 000 yens. Donc en général, j'ai rarement dépassé les 30 000 yens par set. Quoi. Ok. Et pour combien de temps, du coup ? 1 heure.
Ok. D'abord, en général, tu commences à mixer, ça dépend qui tu es, mais genre si tu as un peak time, tu vas les mixer de 1 heure à 2 heures. Ok. Puis en fait, il faut quand même que tu restes parce que tu fais le closing. Ok. Donc, tu peux te retrouver à remixer encore à 4 heures. Ok. Mais c'est vrai que les soirées, je trouve, Tokyo Heat, elles commencent relativement tôt. C'est tôt. Alors, mais moi, je me rappelle avec mes copines, quand on sortait en boîte, on n'y allait vraiment pas avant, mais pas avant 2 heures du matin. Et vraiment, on était en mode, allez, le pic de la soirée, c'est 3 heures du matin. T'arrives à 3 heures du matin dans les soirées à Tokyo, t'es pas sur la fin, mais t'es pas du tout au début de la soirée, tu vois. Je suis déjà arrivée avant minuit, ça m'était pas arrivé. Je pense que je ne sais même pas si je l'ai déjà fait une fois dans ma vie en France, arriver avant minuit en boîte. Et au Japon, je l'ai fait et il y a grave de l'ambiance, quoi. Et au final, tu payes aussi ton entrée. En tout cas, moi, j'habite à Lille, et que ce soit pour les filles ou les garçons, en fait, c'était entrée gratuite. Mais je pense que du coup, quand t'es obligé de payer ton entrée, t'es plus en mode, bon, vas-y, j'ai vraiment envie de profiter de la soirée. Et du coup, je vais un peu plus tôt, quoi. Aussi, il y a le fait que en France, l'alcool, quand tu vas en boîte, est beaucoup plus cher. Donc, tu as tendance à t'alcooliser avant d'y aller. C'est vrai. Alors qu'au Japon, en fait, c'est tellement peu cher en comparaison. C'est quoi, c'est 4-5 euros le verre en boîte ? Ouais, exactement. En vrai, c'est même pas plus de 1000 yens. Hein. Non, c'est rare que ça soit. Si tu veux un... C'est 800 yens en général. 800, 900. Et du coup, tu peux t'alcooliser sur place plus facilement. Vrai. Donc, c'est vrai que c'est aussi un frein en moins à aller plutôt en soirée. Et les gens aussi s'alcoolisent beaucoup plus tôt ici. Enfin, tu vois, les gens... Moi, je suis toujours la mauvaise élève à arriver au dîner à 21h. Tu vois, moi, j'arrive à 21h, les gens, ils sont déjà pétés. J'ai pas envie non plus de me forcer à rattraper, mais tu vois, genre, les gens, vraiment, ils s'alcoolisent super tôt. Et c'est pour ça aussi qu'à 23h, tout le monde est là. Bon, on bouge où ? On va où ? En boîte ? C'est vrai. Et tu penses quoi du monde de l'entertainment, du coup, à Tokyo ? Parce que toi, t'étais à Paris, c'est ça ? Ouais. Et tu vois, moi, à titre d'exemple, alors je kiffe le monde de la nuit Tokyo Heat, je trouve ça trop cool. Mais tu vois, j'ai fait 10 jours à Séoul en septembre dernier. Et franchement, il y a plein de trucs que... Alors, la Corée, c'était grave cool, mais il y a plein de petites choses que j'ai pas forcément kiffé. Je pense parce que ça faisait 1 an que j'habitais au Japon et que je suis arrivée en Corée, j'étais en mode mais oh là là, c'est quoi ces gens impolis, oh mon Dieu, tu vois. Mais par contre, le monde de la nuit en Corée, mais c'est une dinguerie, mais c'est génial, tu vois. Et vraiment, j'avais l'impression, quand je rentrais en boîte de nuit à Séoul, d'être dans un monde parallèle. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde fait les chorés. C'est vrai, moi, j'avoue que j'ai plus fait des soirées rap, etc., tu vois, dans les boîtes un peu genre connues à Tokyo. Mais ça danse pas non plus énormément, tu vois. Ça danse pas du tout, même. Les gens, ils restent un peu... genre quand tu danses, t'es limite... T'es un peu gêné parce que tout le monde te regarde, du coup. Et toi, t'es là avec tes potes, au bout d'un moment, vas-y, on va s'ambiancer, on va danser un petit peu. Et en fait, non, en Corée, tout le monde danse. Non, mais tout le monde danse, tout le monde... Et tu vois, c'est en mode bon enfant, tu vois. Enfin, il y a même souvent dans les boîtes à Séoul, il y a des estrades, tout le monde est sur le podium, tout le monde fait les chorés de K-pop et tout. T'es en mode, mais what the fuck, je suis à Disneyland, c'est quoi ce délire ? Et t'arrives en boîte à Tokyo, je trouve que les gens, quand même, sont un peu plus shy, tu vois. Bah déjà aussi, les boîtes, elles sont plus petites à Tokyo. Je sais pas si t'as vu à Séoul, t'arrives dans une petite boîte, elle est déjà grande. Pour Tokyo, c'est grand. Ouais, c'est vrai. Genre, tu vas à Lyon, ici, c'est petit, le bar, il prend 3/4... Ouais, c'est vrai. On rentre même pas à 100 dans le Lyon, non ? Si, je pense qu'on peut rentrer à 100, mais on va être serré. On va passer une bonne soirée si on descend au Lyon. Mais le Lyon, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, au mois de janvier. J'ai grave kiffé la vibe. C'était à la fois, je trouve, un peu... Moi, je suis pas non plus de base hyper fan d'électro, tu vois. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était un peu genre, je sais pas, chill. Mais en même temps, t'as envie d'un peu de bouger, t'as envie de danser. Enfin, c'était grave cool. Ouais. Bah, en fait, je trouve qu'aussi, il y a ce truc à Tokyo, dans les soirées, où chaque DJ va vraiment avoir son identité sonore. Où tu vas pouvoir, d'un coup... Au début, c'est un peu perturbant, parce que justement, t'es là, limite, pour t'ambiancer sur l'électro. Et tu vas avoir un mec qui
qui va jouer du, je sais pas, un truc un peu plus jazz. Et du coup, t'es là genre, mais en fait, au final, tu commences à t'ambiancer. Et justement, ça t'ouvre aussi à écouter plus de musique différentes en boîte. Ouais, et du coup, globalement, tu penses quoi du monde de la nuit à Tokyo? Genre, tu kiffes, tu dis ouais, c'est trop shy, c'est pas ma vibe. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Parce que moi, justement, je te pose la question parce que j'ai souvent des questions qui sont relatives au monde de la nuit en mode Anna, où est-ce que je peux sortir à Tokyo? Si toi, tu devais faire un petit peu un top de tes meilleurs endroits à sortir, place to be, alors, pour s'amuser. En boîte, si vous voulez vraiment une prog de qualité et plus internationale, il faut aller au Vent, où là, ils arrivent vraiment à faire venir des DJ internationaux qui vont être plus house, électro, même vraiment techno aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, tu vas avoir des petites soirées plutôt house, O-A-T-H, à Shibuya. C'est une boîte toute petite, avec plein de miroirs, plein de chandeliers. C'est très cool. Il y a des soirs où j'y suis allée, il n'y avait personne. Mais quand il y a du monde, c'est trop bien. C'est cool. Et ensuite, Lion, j'aime beaucoup. Et sinon, Circus aussi, pareil. Une prog un peu plus internationale. Mais Circus, vraiment. Ouais. Tu vois, toutes les boîtes que tu viens de me sortir, la seule que j'ai fait, du coup, c'est Lion. Faudrait que tu m'emmènes, Camille, dans tes soirées house. Mais ouais, franchement, moi, par exemple, après, je te dis, c'est parce que j'ai plus l'habitude d'écouter des trucs genre plus rap et tout. Donc, je vais dans des endroits où il y a plus de personnes, tu vois, de toute origine. Il y a des touristes, etc. Tu vois, quand tu vas dans les soirées house, est-ce que c'est japonais? Parce qu'il y a aussi des gens qui me disent, ouais, moi, j'ai envie de sortir dans des endroits où il y a que des japonais. Ouais, Shibuya, c'est dur. Hein. Ouais, Shibuya, c'est dur. Shibuya, t'as de tout. Hein. Faut pas se dire que les Japonais vont pas à Shibuya. T'as vraiment de tout, mais c'est sûr que tu vas avoir des touristes parce que eux aussi veulent faire la fête et ils vont pas aller ailleurs qu'à Shibuya, à Shinjuku, parce que c'est quand même les centres névralgiques de la. Ouais, mais tu vois, je trouve que Shinjuku, c'est moins méga touristique, à part si tu vas à Kabukicho, là, il y a... mais quand tu vas dans Sanchome, etc., tu vois... Sanchome, c'est cool pour sortir aussi. Ouais, et je trouve qu'il y a plein de petits bars, izakaya, etc., même des petits karaokés qui vont être ouverts toute la nuit, où là, tu peux rencontrer des Japonais, mais ça sera plus en cercle fermé. En fait, c'est pas des soirées où il y a X milliers de personnes ou X centaines de personnes. C'est genre, ça se compte limite, vous êtes 20, quoi. Ouais. Mais c'est plein de petits nids Shinjuku. Ouais, c'est ça. Camille, j'aime bien poser cette question à mes invités parce que je trouve qu'en fonction de la personnalité des gens, l'expérience au Japon, elle est vachement différente. Tu vois, par exemple, dans mes vidéos, j'aborde des sujets comme l'amitié avec des Japonais et j'ai souvent des retours en mode non, mais c'est dur de se faire des amis quand t'es introverti. Non, mais... Enfin, j'ai plein de retours comme celui que je viens de te citer. Toi, tu te définirais comme une personne plus... extraverti ou introverti? Ça dépend de mon humeur, je pense. Ouais, Ça dépend du mood. Et ça dépend aussi des gens avec qui je suis, parce que ça dépend du genre de soirée. Si ça va être des soirées de marque, je vais être la fille la plus introvertie. Je vais pas réussir à parler aux gens, parce que c'est des gens qui vont te regarder un peu de haut, même si tu sais au fond que même eux, ils ont l'impression que tu les regardes de haut, mais pas du tout au final. Mais sinon, je me force fort à être extravertie ici. Ouais. Je me force à aller parler aux gens parce que c'est quelque chose d'important quand tu arrives dans une nouvelle ville. Je pense d'aller parler aux gens sans être pushy, bien sûr. Mais vu qu'aussi on est moitié japonaise, les gens viennent nous parler. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu vas choisir ton chemin. Si tu vas rentrer dans la faille et te dire, vas-y, j'y vais, je vais dans la conversation, j'apprends à connaître cette personne... Ou sinon, tu peux te renfermer et éviter de conversation. Chose que tu as plus tendance à faire en France parce que tu as cette méfiance de savoir si la personne est bienveillante ou pas face à toi. Et en final, ici, tu as quand même plus cette sensation que les gens sont plutôt bienveillants. Ok. Justement, je tournais un épisode avec Tuan juste avant et que tu connais très bien. Et justement, il me disait... Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement du Japon, c'est le fait que les gens soient gentils. Et du coup, et après, ça rentre un petit peu en contradiction avec ce que mes potes japonais me disent très souvent, tu vois.
Et ils me disent que, par exemple, en japonais, ils se sentent très renfermés. Tu vois, ils n'ont pas l'impression de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Parce que, effectivement, tu as toujours ce truc où le langage japonais, il est assez codé, etc., etc. Toi, tu te sens mieux quand tu t'exprimes, du coup? Est-ce que tu te sens... Parce que tu disais, oui, je vais me sentir... Est-ce que j'exploite la faille et je rentre et je discute avec les gens? Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu es avec des Français ou est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu es avec des Japonais? Et tu vois, tu disais, ouais, je me force à être extravertie et ça dépend des gens, ça dépend de mon mood. Est-ce qu'avec des Japonais, tu te dirais personne plus introverte, extraverte ou... Parce que les Japonais ont quand même tendance à être plus timide et réservé. Je trouve que c'est plus facile de shine auprès de Japonais que auprès de Français. Tu vois, par exemple, moi, dans ma share house, j'étais la seule étrangère, j'avais que des Japonais. Bah, je peux te dire que j'étais la queen. Mais j'étais vraiment la queen dans la share house, tu vois. Ouais, je vois ce... Toi, tu te sens plus à l'aise, du coup, à quel moment? Avec quelle personne? Ouais, non, mais t'inquiète. Il y a des nouvelles personnes franchement, je vois pas de différence. Ah, il n'y a pas de différence? Non, je vois pas forcément. Je vais être plus amenée à... Ouais, attends, je réfléchis. Genre, dans quelle langue tu te vois plus, par exemple, faire des blagues Bah, bien sûr, en français, quand tu rencontres des Français, il y a tout de suite un feeling la langue. Et aussi, il y a aussi cette curiosité tout de suite du Français qui est là, genre, ah, tu vis à Tokyo depuis combien de temps? On a vraiment ce formulaire préétabli qui permet de vite casser la glace. Pourquoi t'es ici? Voilà, et c'est quelque chose... Vous verrez, si vous venez à Tokyo visiter ou vivre... C'est un discours que vous aurez rodé au bout de la 4-5e fois parce qu'en fait, vous allez le faire par soirée 5 fois. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle personne, il va falloir refaire tout son CV de vie à cette personne. C'est clair. Et tu trouves ça fatigant ou pas? J'ai appris à faire des raccourcis. Genre, je suis là, machin, je travaille. Et après, justement, on essaie de parler un peu d'autres choses. En général, je parle pas mal de musique avec les gens. Donc, on va vite parler d'autres choses, de mode, de musique. Et du coup, pour les personnes, tu disais, oui, si vous venez au Japon, vous allez voir que vous allez avoir un discours, vous allez devoir tout le temps vous présenter, etc. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui viennent pour la première fois au Japon? Par exemple, je sais pas, des trucs à visiter, des trucs à faire, un comportement à adopter. C'est quoi ton meilleur conseil? Meilleur conseil, c'est d'être attentif aux réactions des gens. Parce que même si un Japonais va pas vous dire non, et si dans le fond tu sais que ça peut le mettre mal à l'aise, lui va pas forcément te le dire. Mais si tu arrives à avoir quand même cette sensibilité, tu vas pouvoir réfréner un peu tes envies d'aller plus loin et du coup tu vas pouvoir un peu te contenir. Mais c'est comme tout, quand tu vas rentrer dans le métro à Tokyo, tu sens que c'est calme par rapport à la France, donc tu vas pas parler super fort. Et quand tu arrives à Tokyo, tu entends des gens qui parlent super fort et t'es là, mais en fait c'est pas la vibe du lieu, tu vois, genre tu sens, si c'est calme, sois calme, si tu sens qu'ils sont plus ouverts et qu'ils vont vouloir en fait, quand ils parlent fort, tu parles fort. Quand moi je dis tout le temps, il faut toujours faire comme les Japonais. C'est par exemple même je sais pas, pour les personnes qui fument, il y a des smoking areas, vous avez pas le droit de fumer par exemple dans les rues à Tokyo. Mais quand tu vois des Japonais fumer, qu'il y a plein de mégots, bon, tu te dis, ok, j'ai le droit. J'ai des potes qui conduisent et qui me disaient, ouais, moi, je comprends pas trop les limites de vitesse à respecter. Et genre, ils disaient en mode, tu fais comme la personne qui est en face. En fait, tu suis les Japonais, tu vois. Non, mais c'est pareil, sur l'autoroute, j'étais genre, ils vont super vite, comment ça se fait? Il fait, non, mais tout le monde va super vite, donc on va super vite. C'est comme ça que ça marche, Mais ouais, effectivement, t'as raison. Justement, j'en parlais avec une autre youtubeuse qui s'appelle Zoé Vidéo. Après, on avait un point de vue qui était un petit peu différent et j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Tu vois, je disais que des fois... En fait, moi, le seul truc qui me réfrène au Japon, c'est le fait que des fois, tu as des règles qui sont vraiment complètement débiles et abusées, tu vois.
Là, je pense directement, par exemple, pendant la période de Corona, Covid, il y avait une femme qui était enceinte et en gros, au Japon, tu pouvais pas aller accoucher si tu avais le Covid. Et elle était enceinte et malade. Et en gros, elle a appelé une petite dizaine d'hôpitaux. Elle n'était pas enceinte et malade, elle était enceinte en train d'accoucher. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et en fait, vu qu'elle était atteinte du Covid, elle a appelé des hôpitaux et la première question, c'était « Est-ce que tu as le Covid ?» Et bien sûr, elle va pas mentir parce qu'elle est honnête, parce qu'elle est japonaise. Elle va, puis même, faut informer, elle dit qu'elle a le Covid, il la refuse. Donc la pauvre madame a dû accoucher seule chez elle. Et le bébé n'a pas survécu. Le bébé n'a pas survécu. Et du coup, des fois, justement, je disais... Alors, je pousse le truc un peu à l'extrême, tu vois. Mais des fois, il y a des règles complètement débiles, tu vois. Et c'est pas que je les respecte pas, tu vois. Mais par exemple, typiquement, tu vois, dans l'ascenseur, vraiment, vous verrez, les Japonais ne parlent pas dans l'ascenseur. Personne ne parle. Et moi, ça m'arrive, je parle, mais je crie pas. Mais genre, je parle, je chuchote un petit peu, mais oui, j'ai envie de parler parce que je me dis, c'est pas grave, je fais pas du mal aux gens, tu vois. Et par contre, tu vois, le point de vue Zoé, et je trouvais que c'était vachement intéressant, elle me disait quoi ? Elle me disait, oui, mais tu apprécies le Japon parce que tout le monde respecte les règles. Et toi, en gros, genre, pas moi, tu vois, mais les personnes qui arrivent et qui se plient pas à ces règles, même si elles sont débiles pour toi, et c'est pas correct. Parce que si tu kiffes le Japon, c'est parce que tout le monde respecte tout ça. Et du coup, j'avoue, je me suis dit en mode, c'est vrai qu'elle a pas totalement tort, tu vois. Et du coup, maintenant, quand je suis dans l'ascenseur, j'évite de parler parce que j'étais en mode, elle a un peu raison. Mais moi, je sais que c'est vraiment le trait du Japon qui m'embête le plus, tu vois. Et du coup, ma question, c'est, ok, le Japon, il y a plein de qualités, c'est trop, trop cool. Et on en parlera tout à l'heure. Mais toi, c'est quoi ton truc où tu te dis, ouais, vas-y, le Japon, ça me saoule par rapport à ça. Putain, c'est dur. Même en tant que meuf, tu vois. Genre, toi, tu travailles pour une entreprise japonaise ou une entreprise je suis à mon internationale compte. Ah, t'es à ton compte ? Ouais. Ok. Du coup, ça me permet... Mais en fait, c'est... moi, ce qui me rend folle, et je pense que ça a été... C'est les taxis ? Non, les taxis. Private joke. Mais non, c'est dans le milieu du travail, c'est les réunions qui servent à rien. Oh là là, c'est des réunions pour planifier des réunions. Et en fait, moi, il faut savoir que je suis freelance et qu'en fait, vu que j'ai beaucoup de clients, je dois assister à beaucoup de réunions avec tous ces clients. Et en fait, à chaque fois, ils me font participer à des réunions dont j'ai pas forcément besoin d'être. Et en fait, là, ça me saoule parce qu'en fait, j'aimerais être super efficace pour eux. Et en fait, c'est pas possible. Ils m'ont perdu du temps. Ouais. Et je comprends. Je sais pas si c'est une peur de se dire qu'à partir du moment où on rentre dans le moment de l'action, justement, est-ce que c'est de la peur d'échouer qui fait que, attends, on va bien préparer avec plein de réunions comme ça. Moi, je pense que c'est juste le truc. Parce qu'on n'a pas pris le temps de... Moi, je pense que c'est juste en mode, il y a un cadre à respecter. Depuis 50 ans, on fait des réunions le mardi à 13h, même si elle sert à rien. Je pense que ça se passe comme ça. Tu vois, j'en parlais également, je reparle de Tuan avec qui j'ai tourné un épisode juste avant toi. Et je disais, moi, j'ai bossé aussi, du coup, dans le cadre de la création de contenu avec une entreprise japonaise. Et même avant ça, j'avais bossé pour une entreprise de skincare japonaise. Ok. Et les réunions, les rendez-vous, tu te déplaces, tu fais 1h30 de route pour un truc qui ne sert strictement à rien. Et franchement, je trouve ça fatigant. Et je te comprends totalement. Moi, j'avais des réunions, des trucs qui servent à rien, tu vois. Et pour autant, c'est maintenu, ça doit être fait comme ça, tu vois. Il n'y a aucune dérogation. Et effectivement, tu brasses de l'air, tu rames à contre-courant. Et c'est vrai que le monde du travail au Japon, il est quand même assez particulier. Toi, du coup, tu as des clients qui sont japonais ? En fait, dans toutes les boîtes, certes, même si ton premier interlocuteur, il a plus un profil international, en fait, les gens autour de lui vont quand même être japonais. Donc, à partir du moment où, il y a quand même, il y a une majorité de Japonais, même si souvent, on va dire à la tête des équipes des marques internationales, ça va être des profils internationaux. Donc,
ça va être fluide. Ok. Mais il y a une équipe derrière, une équipe japonaise. Ouais. Et du coup, justement, toi, tu penses quoi globalement un petit peu du marché du travail au Japon par rapport à toi, ton expérience? T'as bossé aussi en France, j'imagine. C'est quoi pour toi la principale différence entre je travaille avec des Japonais et je travaille du coup avec des Français? Est-ce que tu as des petits tips à donner aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Je le rappelle encore une fois ici, le podcast est disponible en vidéo YouTube et sur Spotify et Apple Podcast. Justement, c'est quoi, toi, la principale différence? Tu vois, moi, je pense directement à la hiérarchie, tu vois. C'est pas cliché, je trouve qu'encore aujourd'hui... Moi, je ne bosse pas, du coup, dans une entreprise japonaise, mais j'ai des potes qui sont quand même en VIE. Donc, c'est des contrats où les gens bossent pour la France, mais ils sont envoyés dans un autre pays, dont du coup le Japon. Et c'est des entreprises qui sont françaises, mais ils sont entourés de Japonais. Et ils me disent, mais genre j'en peux plus, quoi. Et alors j'ai des potes avec qui ça se passe trop bien. Et ça se passe généralement trop bien quand il y a beaucoup de meufs. Mais comme j'ai une amie qui s'est fait harceler par sa boss. Ouais, j'en ai... Donc, et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Mais des fois, quand tu donnes du pouvoir, on en parlait, du coup, là, c'est vraiment un peu perso ce que je vais vous dire, mais du pouvoir un peu à une japonaise, comme elle a trimé pour en arriver jusque-là, elle fait un peu trimer en retour. Et il y a beaucoup de cas d'harcèlement, mais pas physique, mais moral, par des japonaises qui a été un petit peu recensé, en tout cas du moins dans mon entourage, tu vois, où quand mes potes se faisaient harceler, en général, c'était 40 ans, japonaise, tu vois, qui a trimé pour arriver là où elle est, quoi. Et du coup, elle est pas cool et ça part sur de l'harcèlement, tu vois, moral. Alors, toi, c'est quoi ton rapport, du coup, un peu avec... Moi, mon rapport, c'est d'être un maximum à l'écart. En fait, d'adapter, en fait, de rentrer dans le personnage de la fille qui survole un peu tout ça. Ok. En fait, je suis vraiment témoin de cette agressivité passive du jeu. Ouais, du le Japon. Passif-agressif. C'est terrible. Mais à chaque fois, en fait, moi, je suis juste là pour le tea et j'écoute et je suis genre, c'est chaud. Mais en fait, tu donnes pas ton avis? Je donne pas mon avis parce que je suis pas dans cette situation-là. Okay. Mais en même temps, en essayant d'y réfléchir, parce que bien sûr, tu as quand même envie d'essayer de trouver une solution. En fait, tu dis, il y en a pas, quoi. Si la personne en face de toi, elle démissionne pas ou elle change pas sa personnalité, il n'y a pas de solution. Donc, en fait, c'est soit tu restes dans ce travail-là et en fait, c'est ça ce problème avec... quand tu viens travailler au Japon avec un visa, c'est que tu n'as pas cette liberté de changer de travail. Et c'est terrible. Moi, j'ai cette liberté parce que je suis japonaise, j'ai la nationalité japonaise, donc je n'ai pas de problème de visa, je peux rester sur le territoire. Mais quand tu es bloqué avec un travail... Moi, ma pote, elle attend que sa période d'essai elle se termine et après, elle veut choisir un autre taf. Mais c'est vrai que quand vous venez au Japon, la plupart des gens tombent amoureux un petit peu du pays. J'ai remarqué que, par exemple, les gens que je pouvais rencontrer ici, en général, c'est soit ils sont à leur 3e, 4e voyage au Japon, ou soit ils veulent directement revenir. Alors que moi, j'ai voyagé dans ma vie, par exemple, quand j'étais en Croatie, ou même moi, quand je suis allée en Croatie, je me suis pas dit « je vais retourner en Croatie !» Alors que je trouve qu'il y a quand même cet effet-là avec le Japon, en mode, dès que tu mets une fois le pied, t'as directement envie d'en voir plus. Et c'est vrai que quand tu décides de poser tes valises ici, des fois t'es rattrapé par la réalité, et la réalité qui s'appelle en 4 lettres le visa. Et c'est vrai que pour se faire sponsoriser par une entreprise, c'est un peu compliqué, à part, bon, évidemment, si tu veux bosser dans, comment ça s'appelle, parce que j'ai vu qu'ils recrutaient pas mal dans les hôtels. Apparemment, ça sponsorise pas mal en ce moment. Après, je sais qu'il y a aussi tout ce qui est ingénieur, etc. Ça sponsorise pas mal, mais ça, je pense, dans un peu tous les pays. Mais ouais, du coup, ton conseil, c'est vraiment mon conseil, c'est de prendre du recul, d'arriver quand même avec un bagage. Parce que oui, c'est facile d'avoir, on va dire, c'est dur de dire ça, mais c'est facile d'avoir un visa pour un taf que tu vas pas forcément aimer. Et en fait, on va vite être enfermé. Donc, c'est arriver avec un bagage, arriver avec, justement, essayer, avant de venir au Japon,
de se construire cette expérience qui fait qu'on va pouvoir se différencier et arriver peut-être à un poste dans lequel tes qualités en fait seront vraiment appréciées, tes qualités qui viennent de ta propre expérience dans ton pays seront vraiment appréciées. Et Et tu penses que, par exemple, moi, j'ai rencontré de nouvelles personnes récemment qui sont arrivées il y a moins d'un mois au Japon et qui découvrent du coup un peu la vie Tokyo Heat. Et ils sont en mode, non, mais j'ai l'impression qu'il y a 36 millions d'opportunités. Ils ont rencontré... à chaque fois, j'oublie son nom, mais c'est le rappeur, je crois qu'il s'appelle Ko, qui fait Tim Tomodati. Et ils l'ont rencontré en l'espace de 3 semaines au Japon. Est-ce que tu penses que venir à Tokyo, c'est... comment dire se laisser, l'opportunité d'avoir des opportunités. Est-ce que tu penses que c'est une ville qui t'offre justement ces opportunités-là ou tu es en mode, non, pas spécialement? J'aimerais bien avoir ton avis sur... je pense que si tu as une personnalité qui suit ce cheminement justement à réussir à sentir les opportunités et à creuser, à y aller. Voilà, oui. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est dans toutes les villes. Enfin, je veux dire... Ouais, mais je sais pas, demain, je pense à Amsterdam. Tu vas à Amsterdam, tu veux faire quoi? Moi, mes potes, ils sont belges. Ils disaient en Belgique que t'as pas d'opportunité. Je trouve qu'au Japon, justement, t'as pas ce rapport d'envie où, genre, quand une personne, elle réussit, t'es en mode « Ah, mais pourquoi elle a réussi et pas moi ?» Justement, t'es trop content. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est juste parce qu'il y a ce voile de l'hypocrisie qui fait que... Ouais. Mais t'inquiète pas que derrière, ils se rabaissent tous, les uns les autres. Alors, moi, je viens de penser, du coup, à une petite question. C'est quoi ton rapport avec les japonaises? En général, mais c'est trop bizarre ce que je veux dire. Mais les japonaises, elles me maternent. À chaque fois, je suis là. Ouais, même au travail, je suis un peu leur bébé, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ouais, elles aiment bien me materner. Donc, j'ai toujours été très gentille. Et je pense aussi, on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même une petite force de caractère qui fait que si on vient me chercher, tout de suite... je vais instaurer le regard ou la mimique un peu que je vais emprunter de la France pour dire genre... stop. Viens pas sur ce terrain-là. Pas aujourd'hui. Et jamais. Non, vraiment, c'est... Et je sais pas, peut-être aussi parce que je suis grande. Tu sais, Anna, mais c'est vrai, je pense que ça joue. Tu mesures combien? Je fais 1m80. T'es à peine plus petite que moi. Ouais. Quand t'es arrivée, elle est grande. Je suis grande. Du coup... Quand les gens me parlent et qu'on est debout, en fait, inconsciemment, il y a ce rapport de force qui se crée, qui fait qu'on va pas venir me faire chier. On a traité en début d'émission, justement, le travail, le monde de la nuit. J'aimerais aborder d'autres sujets avec toi qui vont être un peu plus touchy, si je puis me permettre. J'aimerais parler du racisme, du fétichisme. Et là, ça va être plus des côtés un peu, je sais pas négatif, mais un peu triste de la double nationalité, si je puis dire. Et j'ai envie de parler aussi des mecs en général. Mais juste avant, j'aimerais en savoir un tout petit peu plus sur toi. Elle ressemblait à quoi ta vie avant de déménager au Japon? Tu le disais, ça fait 1 an que tu es ici. En quelques mots, si tu peux me dire, la Camille en France, elle faisait quoi? Juste avant de venir au Japon, en fait, moi je travaillais dans la musique de base, donc j'étais en label de musique, je faisais du droit d'auteur et j'étais chef de projet dans plusieurs labels. Et en fait, au moment du Covid, avec mon papa, on a un restaurant à Opéra. Un restaurant japonais, n'hésite pas à en parler. Tu sais que j'ai des potes de l'école qui me disent « Mais t'es pote avec Camille, je suis allée dans le restaurant de son papa. » Alors, je sais même pas comment ils savent que tu es la fille du patron. R-Y-O. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà mangé avec des potes. C'est vrai? Si, je te jure. Non, mais du coup, le papa de Camille a un restaurant japonais à Paris qui se trouve dans le combienième? Premier arrondissement. Premier arrondissement? Vraiment dans le quartier où c'est un peu concentré, resto Jap, resto coréen. Ok. Et du coup, pendant le Covid, donc gros reprofilage du milieu tu te re-questionnes sur tes envies professionnelles? Non, c'est pas que je me re-questionne, c'est juste qu'en fait, j'ai pas le choix. Du fait que je suis gestionnaire dans ce restaurant avec mon papa. C'est en fait, vu qu'on a mis tous les salariés au chômage partiel, il faut faire tourner quand même le restaurant pour pas qu'il coule pendant le Covid. Ça a dû être terrible un petit peu.
le Covid. Vous avez fait de la vente à emporter? On a fait de la vente à emporter, oui. Après, il Ok. y a eu une réouverture en été. On pensait que tout était terminé, les gens étaient en terrasse, tout allait bien. Puis reconfinement, Ouais, voilà. Donc en fait, c'était au-delà de l'aspect terrible de cette maladie et de tout ce qui en a découlé. C'était une période plutôt sympa parce que ça m'a permis justement de découvrir une profession que je suivais que de loin. Ok. Donc le travail dans la restauration, et c'est vraiment Ok. quelque chose de... ça m'a vraiment intéressée. Je me suis pas ennuyée une Ok, journée. ok. Tu Trop sais, cool. genre, des matins où tu te dis, ouais, t'as la flemme d'aller travailler, où tu te dis, vas-y, je travaille de chez moi et tout. Bah Ouais. là, en fait, t'as pas le choix en restant, donc tu y vas Ouais, tous les t'es jours. obligé de... Et je crois que même, j'ai jamais été malade. Enfin, j'ai jamais dit aujourd'hui, C'est sport en j'y vais plus, pas. hein, Ouais, c'est de sport. bosser C'est en sport. restauration. Ouais. Ouais, mais c'est une petite adrénaline qui te rend un peu Ouais. addict. Ok. Et en fait, je sais pas, c'est aussi, ça combine plein de choses, à la fois le savoir-faire, les rapports avec l'humain, parce qu'en fait, les clients, ça Tellement, s'enchaîne, donc tu tellement, parles à plein de tellement. personnes, c'est super intéressant. Et puis, ce restaurant-là, il est un peu particulier, c'est qu'on sert quand même de la bouffe de qualité et on est un prix middle. Ok. On n'est pas... On peut... Vous servez quoi, Voilà, par exemple? on n'est pas un étoilé. On sert quoi? On sert le midi, on a des menus sushi, sashimi, chirashi, tu vois, pour peut-être un peu moins de 30 balles. Ouais, Et du coup, même, tu vois, ça peut être ton petit plaisir sans casser ton portefeuille. Ouais. Et en même temps, il y a des gens, je voyais hyper fortunés, qui travaillaient dans les bureaux autour, Céline, tout ça, qui venaient parce que justement, il y avait cette petite réputation d'un petit restaurant de cantine. Et tu sais, genre, tout le monde aime bien avoir cette petite adresse du restaurant. Sa petite recommandation. Ouais, je t'emmène dans ce petit resto japonais, tu vois, c'est super cool. Et voilà, donc on avait cette réputation-là. Donc on avait un melting pot trop cool, super, enfin franchement c'était super. Ouais. Et aussi ça m'a permis de me rapprocher de mon père parce que vu qu'il était cuisinier, on a passé très peu de temps au final ensemble parce que c'est tellement c'est un métier qui est très prenant. Ouais. C'est du matin très tôt au soir très tard. Ouais. Et du coup là j'ai pu aussi profiter un peu de passer du moment avec mon papa et c'était franchement c'était cool. Ah, trop bien. Et du coup c'est quoi tes rapports avec ton père qui est du coup japonais? Ils sont bien. Okay, ils sont bien. Et on va dire qu'ils sont bien aujourd'hui parce que, comme je te disais avant, quand c'est quelqu'un de fatigué, tu sais, quand il rentre à la maison, il est fatigué, le week-end, il est fatigué. Donc, tu as du mal à comprendre quand tu es jeune qu'en fait, ton père fasse passer en priorité son travail. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que c'était des sacrifices qu'il a fait aussi de son côté. Donc, tu es là et à partir du moment où tu comprends ça, tu t'ouvres la discussion à plus de choses. Après, je pense que c'est pas pareil parce que toi, ton papa est japonais, moi, c'est ma mère qui est japonaise. Et c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est vraiment ma mère qui a fait toute mon éducation à ma petite sœur et moi. Et je sais que du coup, moi, j'ai eu une crise d'adolescence qui a été terrible. Pardon maman, parce que je sais que tu vas m'écouter. Et sur le moment, je comprenais pas, tu vois, parce que ma mère, elle m'a toujours mis un cadre. Ça se passe comme ça. Tu dois avoir des bonnes notes pour réussir dans la vie. Donc, tu vas avoir des bonnes notes. Et sur le moment, quand t'es gosse, tu comprends pas. Cette rigueur, même cette rigueur qui est demandée aussi jeune, moi, je la comprenais pas. Et avec du recul, je me dis... En fait, elle était juste là pour te créer des opportunités. Mais tellement. Mais même, moi, mon papa, ça a été mon meilleur pote, celui qui me faisait... C'est bien d'avoir les deux opposés. Et je me suis rendu compte que leur rôle, au final, dans mon éducation, a été bénéfique, alors qu'il y avait deux personnalités complètement différentes. Mais aujourd'hui, je remercie grave ma mère, parce que je me dis, si je suis comme ça... Alors même si, ma personnalité fait que je vais à droite, à gauche, je teste des trucs, mais j'ai toujours eu ce truc de... j'ai les crocs, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Si je commence un truc, je le finis, parce que c'est très ma mère. Si tu fais, tu finis. Sinon, tu fais pas. Donc, je trouve quand même avoir un papa japonais et une maman japonaise, je me suis posé la question en mode, je crois que c'est pas pareil. En fait, j'ai presque l'impression que ce que tu me dis, c'est le rôle d'une mère de faire ça, parce que moi, ma mère, c'était pareil. C'était pareil. Du fait que mon père était très occupé, donc c'est elle qui m'a éduquée, et c'était elle qui avait le mauvais rôle. Mais après, c'est sûr, quand tu te compares aux autres, il y a toujours des parents mais de toute façon, et je le précise, de toute façon, quand t'es gosse, tu te compares tout le temps. Ouais. Et même les parents des autres sont toujours plus cool, mais c'est comme
point de vue des parents. Les enfants des Les autres sont toujours plus sages. Voilà, Ils sont toujours mieux, merveilleux. tu vois. Toi, t'es là. Toi, t'es le pire enfant du monde, tu vois. Donc, non, mais vraiment. Du coup, j'ai une autre petite question, Camille, parce que tu nous parlais justement de ta vie un petit peu avant d'arriver au Japon, les épreuves que tu as que tu as dû vivre avec ton papa, etc. Pourquoi t'as passé le cap de « vas-y, j'emménage au Japon » ? Parce que je me suis dit que c'était le bon moment. J'avais aussi cette pensée, avec le recul pas du tout justifié, mais de me dire qu'en fait, vu que pendant 2 ans, j'étais sortie de cette industrie de la musique, j'arriverais pas à rattraper le retard. Ok. Parce que tout va super vite. Donc Ok. je me suis dit, en fait, c'est le moment de switcher Ok. et d'aller construire quelque chose ailleurs. Parce que de toute manière, même si je retourne dans la musique 2 ans après, je devrais reconstruire. Ok. Recommencer à zéro. Voilà. Ouais. Pas recommencer à zéro, mais rattraper du retard. Donc j'étais autant aller rattraper le retard ok. ailleurs. Quoi, Ok. ouais. Et autant kiffer un peu ta vie à Tokyo. Autant aller voir, parce que c'est vrai que, mine de rien, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu vivre au Japon. Ok. Ouais. Je me rappelle de moi, je disais, ah oui, si j'avais vécu au Japon, j'aurais fait ça aurait été super. Je voulais avoir le seifuku, l'uniforme. Quand je me disais que ça aurait été différent. Et bien sûr, la différence, c'est toujours tendance à t'attirer. Donc, je voulais voir comment c'était. Puis aussi, moi, j'avais à l'époque mes 2 meilleures amies qui vivaient au Japon. Ok. C'était des Françaises ou des Japonaises ? Françaises et japonaises. Ok. Voilà. Mais qu'on grandit en France, on est ensemble depuis le collège. Mais voilà, je me suis dit, si elles y sont, moi aussi, je veux y aller. Ok. Camille, tu nous le disais juste avant, tu as grandi en France. Ouais. Au-delà d'être japonaise, toi, tu l'as vécu comment, le fait d'être asiatique ? Je précise parce qu'aujourd'hui, alors c'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est un peu trop stylé d'être asiatique, voire même d'être japonais ou coréen. Mais à l'ancienne, je trouve que le regard des gens vis-à-vis des personnes asiatiques était différent. Toi, par exemple, à l'école, c'était comment ? À l'école, c'était dur en primaire. Ok. Ouais. En primaire, j'ai des souvenirs de petits gars qui étaient là, qui se tiraient les yeux et qui me regardaient en faisant la classique. La classique, ouais. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je comprenais pas parce que en ayant grandi avec ma famille en France, j'étais française. Tu sais, tu n'es pas tout le temps dans un miroir, donc tu t'assimiles avec les gens qui sont autour de toi. Et ma famille est française, ma mère est française. Donc, et je voyais des magazines japonais, je voyais des émissions et j'étais genre, mais en fait, je leur ressemble pas tant que ça. Au final, si, quand je regarde, oui, je fais quand même bien japonaise avec le recul. Mais je me disais, ouais, mais je suis pas comme ça. Donc, j'avais une incompréhension. Donc, il y a des fois où ça me touchait parce que j'étais genre, il touche à ma culture, mais il y a des fois, en fait, tu comprenais pas, ouais. Et justement, moi, tu vois, par exemple, tu disais en primaire, c'était dur. Moi, je sais que la première remarque que j'ai pas compris, moi non plus, tu vois, c'était une nana, je me rappelle de son prénom, à tel point ça m'a marqué, qui m'a dit « sale chinoise ». Moi, j'ai pas capté. J'étais là. Déjà, genre, je suis pas sale et je ne suis pas chinoise, en fait. Et je comprenais pas ce truc de « mais pourquoi je suis une sale chinoise ?» Donc, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mes parents et j'étais en mode elle m'a traitée de sale chinoise. Et mes parents, ils étaient en mode, mais c'est pas du tout normal. Enfin, tu peux pas. Après, ils m'ont expliqué, en général, peut-être que les parents, ils sont peut-être un peu racistes, qu'en général, les enfants, ils répètent ce que les parents, ils disent. Là, elle peut pas se faire sa propre opinion aussi jeune. Mais au-delà de la primaire, je sais que c'est pas, moi, en tout cas, le moment où j'ai le plus douillé, entre guillemets, tu vois. Moi, ça a plus été genre le collège, où vraiment, moi, c'était des remarques tous les jours par rapport à mes origines. Oui, j'en parlais justement dans le podcast aussi avec Sora. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas écouté, les amis, n'hésitez pas à cliquer sur cet épisode qui était vraiment trop génial. Et justement, je disais que moi, c'était tous les jours, fais mes Nike, t'as mangé du chien. Ouais, et je te le disais tout à l'heure en off, je trouve que... Alors, je sais pas si on peut parler vraiment
de racisme, parce qu'il y a des formes de racisme qui sont beaucoup plus violentes quand tu vois les communautés maghrébines ou africaines, où vraiment là il y a de la violence pure et dure. Je trouve que des fois, est-ce qu'on parlerait de racisme ou de discrimination, je ne sais pas, tu vois, mais envers les Asiatiques, moi je trouve ça vachement humiliant. Enfin, moi je me suis déjà sentie humiliée par rapport à mes origines, parce que les gens blaguaient, tu vois, parce que c'est toujours, en fait c'est drôle de se moquer des Asiatiques, parce qu'on est une communauté qui est quand même plus discrète. Et je trouve que du coup les gens se sont permis de grave se moquer de moi quand j'étais au collège. Et vraiment des fois genre tu vois, le soir moi je priais, j'étais en mode je prie pour arrêter de ressembler à une Asiatique, parce que j'en ai ras le cul. Moi aussi, mon rêve quand j'étais petite, c'est d'être blonde aux yeux bleus. Ah mais moi aussi, mais... J'étais genre oui, je veux mettre des lentilles bleues, je veux me faire toute blonde. Bon, maintenant je suis blonde. Toi du coup ton rapport à tes origines bah jusque... il a évolué aussi ou pas? Il a évolué, mais assez tôt, parce que dès l'âge de 11 ans, bah, j'ai été dans un nid, en fait, de gens comme moi. Ok. Où, en fait, mes parents ont pris la décision de me mettre dans un lycée dans lequel il y avait des cours de japonais, de chinois, de vietnamiens, de cambodgiens. Donc, en fait, en 6e, je suis arrivée, j'avais une classe de gens comme moi. Soit c'était des Français qui voulaient apprendre le japonais, soit c'était des Japonais, soit c'était des Franco-Japonais. Ok. Donc ça, c'était fou, en fait. Ouais, c'était trop bien. On était tous entre nous. Et là, oui, c'est sûr que les remarques et tout se sont calmées. C'était à l'extérieur. Après, c'est sûr que quand tu sors, quand il y a des mecs un peu éméchés qui sont « Ni hao ». Ouais. Du coup, juste avant, on parlait justement du racisme, hein, appelons un chat un chat. Je disais justement qu'au Japon, il n'y avait pas ce truc de tu te moques ouvertement de quelqu'un, alors que quand tu compares ça en France, je disais que la discrimination ou le racisme envers les Asiatiques est vachement humiliante. J'ai des anecdotes de mes potes, par exemple, qui sont renois, où les cheveux, ça intrigue tout le temps les Japonais, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais un truc méchant derrière. Je sais que tu voulais rebondir là-dessus, Camille. Bah, je voulais surtout t'expliquer... Enfin, le Japon, il y a quand même cet amour, en fait, du physique et de la culture occidentale, où genre, t'es français, waouh, ils vont avoir les emojis cœur, comme ça. C'est vraiment... t'es français, pour eux, t'es surréel, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu... Ils ont tous grandi avec cette image d'idolation. Ouais, d'idolâtrie. D'idolâtrie. Ouais. Donc ils ont grandi avec cette image d'idolâtrie du français, du yeux bleu, des cheveux... C'est vrai, hein. Du long nez. Enfin, les chirurgies, maintenant, elles sont quand même un petit peu, beaucoup... orientées vers avoir un nez plat, les physiques européens, avoir une paupière. Ouais, alors qu'en vrai, en France, jamais tu vas avoir un Asiatique dans une pub où ils vont dire « Oh, regardez, ayez ces beaux yeux bridés. » Ah, c'est vrai. Hein. Ouais. Il va y avoir peut-être au niveau du cheveu, où il va y avoir une recherche chez les filles d'avoir le cheveu lisse. Ouais. Mais sinon... C'est vrai, hein, t'as raison. Hein. Ouais. Et aussi, ça vient jouer aussi dans la représentation. En fait, quand tu regardes des séries américaines des 10 dernières années, il y a plein de séries qui traitent du sujet des Asiatiques qui ont immigré aux États-Unis. Il y a aussi des séries maintenant comme Beef où ça va être les personnages principaux, ça va être que des Asiatiques. Et tu as le film aussi Crazy Rich Asian où tu vois, où c'est marrant. Ah ouais. C'est marrant. Petite recommandation. Et en fait, tu vois que des Asiatiques. Et t'es là, genre, ça fait du bien. Bah, je comprends. Et même au-delà de ça, tu vois, moi, même si c'est pas le même pays, avec le boom un peu de la K-pop, etc., tu vois que les gens... même la lumière, en fait, tu peux plus, en tant qu'Asiatique, du coup, t'affilier genre à une personne, tu vois. Avant, on n'avait pas forcément de représentation dans les médias, même en tant que Français. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Tu le disais aussi juste avant, les Japonais, ils ont tendance à un petit peu idolâtrer les Européens. Toi, en tant que franco-japonaise, c'est quoi c'est quoi le rapport que tu peux avoir avec les gars, les Japonais? Est-ce qu'ils sont en mode « OMG, waouh !» Ou est-ce qu'ils n'osent pas venir te parler?
Ça, je sais pas, parce qu'ils viennent pas me parler. Donc, je Ok. sais pas s'ils osent pas venir me parler. Ok. Moi, les Japonais, ils osent pas venir me parler. Et les peu de fois où des mecs japonais ont eu ce courage de venir casser les barrières et tout, ça a été d'abord, il va voir mon pote, il dit est-ce que c'est ta pote, est-ce que c'est ta copine, est-ce que je peux aller lui parler, et ça fait vraiment genre, tu sais comme, est-ce que tu vois le truc où quand tu fais une bêtise au Japon, par exemple, je sais pas, moi typiquement j'étais à la salle de sport et on n'a pas le droit de prendre. J'ai un élastique pour que je ramène de chez moi pour faire mes exercices de sport. Et en fait, on n'a pas le droit de ramener des trucs de l'extérieur dans la salle de sport. Et en fait, tu vois, hop, ils tournent autour de toi, mais ils viennent pas directement, tu sais, ils font un truc genre, tu sais, ils rangent quelque chose et machin. Et en fait, tu les vois rôder autour de toi et là, à chaque fois, tu te dis, ok, c'est bon, c'est pour ma part. Pareil, à la salle de sport, la dernière fois, je voyais que c'était à la limite de passer aux gens qui avaient accès juste pour le shift de nuit. Ouais. Et je voyais le gars, il était vraiment autour de moi. J'étais la dernière, mais c'était pas encore tout à fait l'heure. Ok. Donc je disais, j'ai le temps de faire mes étirements tranquillement. Je voyais qu'il tournait. Et à un moment, je le regarde, je fais... Tu sais, genre, oui, tu veux me dire quelque chose? Il me fait genre, est-ce que t'es du shift de nuit? Et je fais, non. Il fait, il faut que tu t'en ailles. J'étais genre, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Vas-y, viens. Mais après, je comprends aussi, ça peut être... Il sait pas déjà si je sais parler japonais ou pas. Ouais. Donc il y a ça aussi où... Là, du coup, les Japonais, ils n'osent pas venir te parler non plus, quoi. Mm. Camille, on va passer au petit jeu que je prévois à mes invités en chaque fin d'émission. Je vous ai demandé, les amis, en story, de me poser vos pires questions les plus indiscrètes. Je vous ai demandé d'être méga filous. Et vous m'avez posé des questions vraiment, des fois, qui étaient complètement what the fuck. Et du coup, j'en ai sélectionné 28. Et parmi les 28, du coup, tu vas en piocher 2. Enfin, tu vas me donner un chiffre. Et je vais te poser la question d'un de mes abonnés. Les amis, je vous rappelle ici, n'hésitez pas du coup à suivre mon compte Instagram parce que c'est là où, excusez-moi, je fais ma petite pub, parce que c'est là où j'interagis le plus avec vous. Et si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à aller check mon Instagram. J'en profite aussi pour balancer, mais je deviens méga familière avec vous, les gens. Ça y est, maintenant, vous êtes grave mes potes. Tes réseaux sociaux que je mettrai du coup en description du podcast et de la vidéo. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, voilà le profil Instagram de Camille. Ta chaîne YouTube aussi, parce que tu fais des petits vlogs. Ouais, moi j'arrête l'hiver. Moi je suis un ours. Ouais. Et là il fait beau. J'ai tourné 4 vidéos en un week-end. T'as envie de vlogger. Ouais. Du coup, Camille, vas-y, pose-moi Enfin, donne-moi 2 chiffres. Le premier. Le 8. Alors. Ah bah t'as la même question que tu as. Non. C'est le moment le plus gênant vécu au Japon. Et donne-moi un autre chiffre. Le 11. Le pire date. J'ai pas fait de date au Japon. Bah alors, tu vas me choisir la première question. Ah c'était dans un onsen d'hôtel. Ah oui. Et en fait, je savais pas qu'il fallait ramener la serviette de sa propre chambre. Ok. Et je me suis retrouvée en bas, je fais ma vie, tu vois, genre je vais prendre mon bain, je me lave, je me détends, et je sors, et je vois qu'il n'y a aucune serviette de dispo. Mais non. Et genre, je vois qu'il y a des serviettes, mais qui sont genre... Déjà utilisées? Non, il n'y a pas de serviette. Non, il n'y a pas de serviette. Non, il n'y a pas de serviette. Donc, il n'y a pas de serviette. Mais je vois que les filles ont des serviettes. Ok. Et je check un peu et je vois que c'est vraiment des serviettes de chambre. Ok. Et du coup, je me suis retrouvée à poil autour de toutes ces dames. En plus, il y avait du monde. Tu sais, parfois, tu es là, genre, tu choisis un horaire. Non, il y avait du monde, là. Et je me retrouve à prendre, genre, des mouchoirs. Et à, genre, me tapoter comme ça. Pendant genre 15 minutes comme ça parce que et mes cheveux j'étais là genre du coup je les essorais comme ça dans le lavabo, j'étais genre oh mon dieu, j'étais avec plein de mouchoirs comme ça en train de me scier parce qu'en fait j'avais pas de serviette. C'était horrible. Et là c'était gênant parce qu'en plus c'était à poil. Donc vraiment oh non. Voilà, merci pour merci pour cette anecdote, Camille. Merci d'avoir participé au podcast. C'était super intéressant. Encore une fois, les amis, n'hésitez pas à suivre Camille sur les réseaux sociaux. Encore une fois, tous ces profils Instagram, YouTube, etc. seront en description
du podcast et de la vidéo YouTube. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil à donner aux gens ? Si vous avez les moyens et un petit peu l'envie ou le doute de vous dire est-ce que je devrais aller au Japon ? Oui, allez-y, c'est vraiment... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment un très beau pays, un voyage aussi à préparer. Tant que vous êtes dans un très bon état... Tant que vous êtes dans un très bon état d'esprit, il n'y aura pas de souci. Tout le monde sera gentil. Enfin, je l'espère, en tout cas. On peut toujours tomber sur des connards. Mais tout le monde sera gentil. La nature est très belle. Il faut la conserver aussi ici. Oh, c'est trop mignon ce que tu dis. Et il y a vraiment beaucoup de paysages. Et il faut aussi se rendre compte que le Japon, c'est une île. C'est un archipel. C'est un peu dans le sud, donc il y a cette vibe aussi de vie d'île et qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller explorer les plages, parce qu'on a des plages genre magnifiques. Et aussi, petite chose, c'est que quand on va être dans d'autres pays, vraiment dans plein d'autres pays, je ne peux même pas en citer, on va être à la plage, on va laisser nos sacs, nos affaires sur la plage pour aller se baigner. Et en général, rarement, on laisse nos sacs seuls. Alors qu'au Japon, en fait, tu as ce sentiment de... En fait, juste, tu laisses tes affaires sur la plage et en fait, tu peux aller nager pendant des heures. Tes affaires vont pas bouger et tu le sais. Et juste, moi, une anecdote. Une fois, j'étais arrivée sur la plage, plume d'affaires. Et en fait, toutes mes affaires étaient éparpillées parce qu'en fait, c'était un corbeau qui avait fouillé dans mes affaires. Mais non. Et du coup, après, on a dû prendre les affaires et les cacher dans des buissons. Et ouais, donc juste faites attention aux corbeaux. Mais sinon, c'est super appréciable, en fait. Ouais. Mais moi, alors, pour terminer sur une jolie anecdote, j'ai un de mes potes qui, en rentrant de soirée, a laissé son vélo en face d'un restaurant. Ouais. Une semaine après, il capte qu'en fait, il se dit, mais où est-ce que j'ai mis mon vélo ? Et en fait, il se rappelait plus. Et il y a eu un flashback une semaine après. Oh, mais quand je suis rentrée de soirée, j'ai laissé mon vélo en face de ce restaurant-là, blablabli, blablablou. Il a récupéré son vélo qui n'avait pas bougé. Non, il y avait un petit mot sur le vélo, en mode à qui est ce vélo, tu vois. Et par contre, ce qui est très rigolo, c'est que maintenant, ils ont mis une affiche en face du restaurant en mode interdit. Ce n'est pas un parking à vélo, vélo interdit. Okay. Donc voilà, vraiment, c'est cette petite anecdote à l'image du coup du Japon. Ouais. Je vous remercie les amis de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je sais que les épisodes du podcast de Tokyo Talk sont hyper longs. Donc merci d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous du coup pour la semaine prochaine. À chaque fois, je sais même pas quand est-ce que je publie mes épisodes. Donc je vous donne rendez-vous quand le prochain épisode sortira. En attendant, des bisous. Bye bye.